Honnêtement, je ne sais pas. Notre génération est coincée dans un dilemme. Le dilemme de partir de France ou non. Et je suis certain que si vous avez un âge à peu près similaire au mien, vous vous êtes déjà forcément posé la question. Parce que la France est dans une situation critique, et si vous doutiez de ma parole, il n'y a pas que moi qui le dis, je ne suis pas le seul à le penser. Voici ce que nous dit le rapport de la stratégie de sécurité nationale publié il y a quelques mois par la Maison Blanche. On peut y lire. Mais le déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et brutale d'un effacement civilisationnel. Les enjeux auxquels l'Europe est confrontée incluent les actions de l'Union européenne et d'autres instances transnationales qui affaiblissent la liberté politique et la souveraineté, des politiques migratoires qui transforment le continent et génèrent des tensions, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, l'effondrement des taux de natalité, ainsi que la perte des identités nationales et la confiance en soi. Évidemment, ce rapport vient des États-Unis, donc ce n'est pas une raison pour leur faire confiance ou non. Il faut prendre en compte que eux ont leurs enjeux, nous avons les nôtres. Il n'empêche, nous, on aime la France, on aime son histoire, on aime sa gastronomie, sa culture, mais d'un autre côté, on fait le constat d'aujourd'hui, le constat de la France de 2026. On constate que la France n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était auparavant. Alors en quoi le pays est différent ? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si le sujet du déclassement de notre pays, de la culture du vide, du déclin de la foi et du dilemme de partir ou non vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et évidemment, si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'est de toute évidence le meilleur moyen pour me soutenir. Déjà, un point qui me semble important de préciser en premier, c'est la censure. Car avant d'écrire votre commentaire qui me dirait que je ne vais pas assez loin, que je ne décris pas la chose correctement, je vous demanderai tout simplement d'abord de lire entre les lignes. Pendant toute la vidéo, il va falloir lire entre les lignes. C'est important. Il faut bien que vous compreniez que notre pays ne possède pas ce qu'on appelle généralement la liberté d'expression. On pourrait croire que oui, mais ce n'est pas le cas. Pour être clair, voici ce qui empêche la liberté d'expression. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voici ce qu'il nous dit. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Vous avez bien entendu, déterminé par la loi. Voici un point crucial. Dans un pays malade, dans lequel n'importe quelle loi peut passer, cette liberté sera bafouée. Dans un pays qui applique ensuite ces lois de façon plus ou moins despotique, cette liberté sera bafouée. Une histoire très parlante et très récente aussi, c'est celle de cette personne, Jean-Eudes Gana, qui, vous vous en souvenez peut-être, a été mis en garde à vue pour une simple vidéo. Alors, de quoi parlait cette vidéo, pourrait-on me demander ? Et bien justement, pour être le plus objectif possible, j'ai demandé à ChatGPT. Alors voici ce qu'il me dit. Contenu de la vidéo. TikTok. Vidéo courte, filmée devant un supermarché. On y voit un groupe de migrants afghans présents à proximité de l'entrée. Jean-Eudes Gana commente la scène face caméra, sans montage complexe. Le message tenu. Il décrit la situation comme révélatrice de ce qu'il présente comme une immigration incontrôlée, un changement du cadre de vie, un sentiment d'insécurité ou de malaise pour les habitants. Le propos est polémique, politique et hostile à l'immigration, mais formulé sous forme de constat et de dénonciation, non d'appel explicite à la violence. Vous le savez comme moi, la politique actuelle de la France est évidemment très favorable à l'immigration de masse sur notre territoire. Ici, comme d'ailleurs quasiment partout en Europe. Évidemment, c'est un hasard. Le but, je ne le connais pas évidemment. En revanche, je sais que si vous êtes contre cette politique, comme ce monsieur Jean-Eudes Gana, vous encourez des risques. Et là, vous pourriez me demander, comment cela se fait-il que ce monsieur a été mis en garde à vue pour si peu ? Encore une fois, pour être impartial, on va suivre le propos de ChatGPT. Problème juridique soulevé. Les autorités ont estimé que la vidéo pouvait constituer une incitation à la haine ou à la discrimination envers un groupe défini par l'origine, même sans appel direct à la violence, du fait, du contexte, du ton ou de la désignation ciblée.
C'est sur cette base qu'ont été retenues la garde à vue, puis des poursuites pénales. Point clé très important, la vidéo n'a pas été poursuivie pour fake news. Elle n'appelait pas explicitement à frapper, expulser ou agresser. L'infraction reprochée repose plutôt sur la qualification juridique du discours, pas sur un acte. J'imagine que vous connaissez le mot de Richelieu, donnez-moi 3 mots de n'importe qui et je le mettrai en prison. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Enfin bon, je vous dis des banalités sans nom, mais il faut quand même remettre l'église au centre du village. Aujourd'hui, tout discours politique, s'il est contre la doxa, entraîne quelques risques. Du moins, il peut être condamné. On retournera vos mots contre vous. Et peu importe la façon, la machine peut broyer absolument n'importe qui. C'est un grand problème car beaucoup de spectateurs, d'internautes se demandent pourquoi beaucoup des créateurs de contenu ne parlent pas suffisamment de ces sujets. Pourquoi ils ne les dénoncent pas autant que des influenceurs par exemple américains. Ici est la différence fondamentale. Les Américains possèdent le premier amendement. Alors, qu'est-ce que c'est le premier amendement de la Constitution américaine, me direz-vous? Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice ou pour limiter la liberté d'expression ou celle de la presse ou évidemment le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. La liberté d'expression totale, voilà ce qu'est le premier amendement. Alors en France, nous n'avons pas la liberté d'expression qu'ont les Américains, certes. Encore une fois, il suffit que vous soyez un bras en contradiction avec la doxa pour être soit censuré, soit pour être amené devant la justice, ou même pour voir votre compte bancaire fermé. Le problème avec ça, c'est qu'on peut laisser des discours absolument terribles pour notre pays, pour notre avenir, se disperser sans rien dire. On ne peut pas répondre. Sauf que dans l'histoire, vous en doutez sûrement, mais si un peuple est enchaîné à une pensée, à une méthode de pensée, si elle est toxique, vous pouvez être certain qu'après quelques décennies, le peuple sera malade. Et d'ailleurs, ce peuple, qu'en est-il? Qu'en reste-t-il de ce peuple? Parce que avant de parler des pour et des contre de rester ou non en France, on va parler du peuple qui compose notre pays. Ce peuple est-il capable de changer quelque chose au destin de la France? Pour notre génération, c'est sûrement trop tard. À l'échelle mondiale, les 16-24 ans figurent parmi les groupes au temps d'écran moyen les plus élevés. Les études internationales révèlent des chiffres alarmants avec une moyenne à plus de 7 heures par jour. Leur cerveau est lavé, et si je voulais être plus précis, je vous dirais que c'est l'inverse. Leur cerveau est rempli de vide. Des vidéos de cuisine, des influenceuses, de tout ce qui permet d'échapper à l'ennui. De tout ce qui permet d'atteindre la prochaine dose de dopamine. De tout ce qui n'a pas de parole. De tout ce qui n'a pas de fond. Une culture qui n'en est pas une. La culture du vide. Que voulez-vous que ces personnes pensent à nos enjeux, aux enjeux réels du vrai monde? D'ailleurs, pour eux, nos problèmes sont-ils réellement des problèmes alors que leur seul intérêt est de savoir si leur prochaine story va faire quelques likes? En comprenant cela, on comprend aussi qu'une bonne partie de la population ne changera pas grand-chose à la destinée de notre pays, ne nous aidera pas à renverser la situation. Je vous en ai déjà parlé, mais souvenez-vous de votre vie avant 2020, avant Instagram, avant le scroll permanent. Votre concentration, votre ambition, votre volonté n'était-elle pas plus présente? Alors oui, je vous parle de renverser la situation, et ces personnes-ci, lobotomisées par les réseaux sociaux, ne nous aideront sûrement pas. Dois-je vous préciser aussi que nous ne pourrons pas compter sur ceux qui s'abreuvent en permanence de la presse poubelle. La même presse qui décrivait l'affaire Epstein il y a encore quelques semaines comme une affaire complotiste. La même presse qui vous a vendu Pfizer, la même presse qui vous a vendu Macron, la même presse qui nous a vendu. Bon, tout ça, ça fait du monde en moins. Alors nos enfants, les générations futures, ont-ils une chance de voir, de comprendre, de se sauver eux-mêmes? Si vous comptez sur eux, on va parler un peu de chiffres, car il est toujours bon de faire appel à la réalité. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous donne ces chiffres. Déjà, l'usage excessif d'écran chez les tout-petits est associé à des retards de développement cognitif, notamment en langage, en mémoire, attention et fonction exécutive. Selon des travaux, sur les 15-48 mois, regarder plus de 2 heures par jour de télévision multiplie par 4 le risque de retard de langage chez les très jeunes enfants.
Enfin, une étude publiée dans Nature en 2025 a examiné les relations entre l'utilisation d'écran et symptômes de troubles de déficit de l'attention, suggérant évidemment une association entre un usage élevé d'écran et symptômes d'inattention et d'impulsivité. En bref, plus les écrans apparaissent tôt chez l'enfant, plus le jeune enfant, puis l'adulte, aura des lacunes. On va continuer tant qu'on est sur les enfants. Le temps d'écran est une chose, le niveau scolaire en est une autre. Je vous l'ai déjà indiqué dans une précédente vidéo, mais le niveau scolaire est en chute libre. Si on parle de chiffres, en 2023, seulement 2,5% des élèves français de primaire étaient considérés comme avancés en mathématiques contre 11,5% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Et si on regarde la vérité en face, des cérébrés mentaux ont leur baccalauréat, les fautes d'orthographe sont absolument partout, des fautes dans notre propre langue, celle qu'on utilise donc au quotidien. Les jeunes n'ont plus aucune référence historique, ils ne lisent plus du tout, sauf évidemment leur messagerie Instagram. Ça c'est très important. Voilà, maintenant que les bases sont posées, attaquons-nous au sujet de la vidéo. Mettre son enfant à l'école est devenu quelque chose de risqué. Je m'explique, on a peur de ce que peuvent apprendre nos enfants à l'école. On a peur de la propagande qu'on pourrait leur inculquer. On a peur du niveau scolaire. En bref, on a peur de l'éducation nationale. Comment être serein? N'est-ce pas quelque chose de terrible d'avoir peur que la transmission ne se fasse pas correctement? On souhaite tous, évidemment, dites-moi si c'est le contraire, mais que nos enfants reçoivent plus que nous avons reçu. L'éducation est le rôle des parents, l'instruction est le rôle de l'école. Pas tout le monde veut faire cours à la maison, et d'ailleurs même si vous le souhaitiez faire des cours à la maison, c'est devenu quelque chose de quasiment impossible. Et c'est devenu si compliqué que du coup, quasiment personne ne s'y adonne. Évidemment pour beaucoup de facteurs différents, car c'est quelque chose de très exigeant de faire l'école à la maison, mais ceux qui peuvent le faire ont la capacité de le faire. En réalité, avec les normes administratives d'aujourd'hui, les lois qui sont passées ne peuvent plus le faire. Alors vous êtes obligés de laisser vos enfants à l'éducation nationale. L'éducation nationale du 21e siècle. L'éducation nationale du déclassement. Notre génération et les futurs ne changeront donc possiblement rien à la tendance actuelle. Enfin, je vous dis ça, mais peut-être certains d'entre vous veulent s'extraire. Et si vous regardez cette vidéo, je n'en doute pas, vous êtes certainement très courageux. Vous voulez certainement vous en sortir. L'envie d'entreprendre est en vous, ou même vous créez déjà de la valeur par vous-même. Alors, je me dois de m'arrêter quelques secondes sur la signification de la création de valeur. Cet été, par une suite d'événements qui n'a pas d'importance, j'ai été amené à me retrouver en face d'un gauchiste et de discuter avec lui. Et il m'a posé la question suivante. Pour toi, c'est quoi la création de valeur? Au-delà du tutoiement perpétuel et assez irritant des gens de son espèce, mes questions ont eu l'air de l'agacer, ont eu l'air de le toucher profondément. Je l'avais offensé parce que je distinguais les gens qui créent de la valeur et ceux qui n'en créaient pas. Pour mettre la chose au clair, créer de la valeur, c'est produire quelque chose. Un bien matériel, immatériel, que quelqu'un, vous, moi, votre voisin, peu importe, échangerait contre de l'argent. Le vendeur a créé de la valeur, l'acheteur est intéressé par cette valeur et décide de l'acheter en échange d'une somme qui, à ses yeux, est plus ou moins équivalente à cette valeur. Je ne vais pas plus m'étaler sur cette voie, mais vous avez compris, créer de la valeur, c'est construire, c'est transformer. Le problème, c'est qu'en France, si vous souhaitez en créer par vos propres moyens de la valeur, par le biais d'une société, vous devenez exposé à un attirail fiscal qui ferait fuir n'importe qui de sensé. Encore une fois, je l'ai déjà exposé dans une précédente vidéo, mais vous serez en gros taxé d'au minimum la moitié de la richesse que vous générez. Et encore, je suis gentil. Évidemment, si vous êtes salarié, ne croyez pas que cela soit différent, c'est plus pernicieux. Vous serez aussi évidemment taxé de plus de la moitié de ce que vous générez. C'est comme ça. Un patron qui paye son employé 4500 €, l'employé lui recevra au global moins de 2500 €. Sans compter tout le reste, avec la taxe foncière, avec la TVA et j'en passe. Donc si les précisions sur ce sujet vous intéressent, je vous invite vraiment à voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mais comprenez bien que vivre décemment en 2026 de son entreprise et de ce qu'on fait est devenu une quête légendaire. C'est devenu si anormal de vouloir bien gagner sa vie ou de vivre décemment en France que l'entrepreneur n'est plus du tout vu comme un bâtisseur, comme un créateur de valeur,
mais comme un suspect. Si vous gagnez juste 50 € de plus que la moyenne, vous êtes vraiment très louche et vous devriez faire attention à vous. Vous êtes sûrement coupable d'exploiter des gens ou d'escroquerie. En bref, si vous décidez d'entreprendre, vous avez le carré. Cotisation sociale infernale, impôts multiples, charges fixes indépendantes de vos résultats, complexité administrative permanente. Pour un résultat magnifique, vous prenez tous les risques et l'État prend une part majoritaire du fruit. Alors oui, mes aventuriers, créer de la valeur et entreprendre en France est un chemin tortueux. Et en réalité, entreprendre est devenu quelque chose de rébarbatif. Dans tous les cas, vous le comprenez, le pays n'est pas dans la bonne voie. Ce n'est pas un sujet très agréable à aborder, mais il le faut de temps en temps, c'est important. Alors, continuons et regardons ça de plus près. Aux États-Unis, selon l'OCDE, le salaire moyen est environ 83 000 $ par an en 2024, soit près de 6 972 $ par mois. À titre de comparaison, le salaire français, lui, s'élève aux environs de 39 000 € bruts par an, ou plutôt 2 587 € net par mois, selon l'INSEE. C'est certain, la France devient de moins en moins compétitive. Car c'est ça dont on parle, c'est ça qui régit le monde, c'est la compétitivité. La Chine ne va pas nous attendre pour conquérir le monde et se venger de l'humiliation qu'elle a subie lorsque nous avons mis à sac le palais d'été. Les États-Unis ne vont pas nous attendre pour payer 3 fois plus que nous nos propres doctorants. Dites-vous simplement, plusieurs dizaines de milliers de Français vivent en Californie. Et pour être plus précis, les Français constituent l'une des communautés européennes les plus visibles dans la tech. Google, Meta, Apple, Nvidia, Tesla, la France ne pourra jamais aussi bien rémunérer nos ingénieurs, qui ne sont du coup plus les nôtres. Et en parlant de ça, et en parlant de désindustrialisation, et je peux vous le dire, j'ai travaillé dans le vêtement, et pour confectionner un costume dans une usine aujourd'hui en France, c'est devenu impossible. Pourquoi, me direz-vous? Et parce qu'il n'y a plus d'usine. On compte sur les doigts de la main une usine capable de créer une chemise de qualité. En France, dans un des pays de la mode. Ça n'a aucun sens. La désindustrialisation est à un stade avancé. Ça, vous connaissez l'anecdote. En 2025, je ne sais plus quel mois malheureusement, en 30 jours, donc en un mois, 20 usines ont fermé d'un coup. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais c'est du beau travail, on peut le dire. Et ce n'est pas tout, et sûrement vous allez connaître l'exemple que je vous donne, mais la France vend son électricité au marché européen. Puis, on rachète cette électricité au prix du marché, soit beaucoup plus que son coût réel. Ça n'a aucun sens. L'État ne gère absolument plus rien. Mais ça vous le savez déjà, donc continuons la liste. Le multiculturalisme. Encore une chose que la presse poubelle vous a bien vendue. Bon, on va être clair, je vais être directement dans les limites de ce que je peux dire ici. L'immigration de masse que nous subissons aujourd'hui est le plus grand péril pour notre civilisation, comme elle ne l'a jamais connu. Et dans le même temps, nous subissons un tabou du débat. Il est impossible, et vous le savez très bien, de discuter d'immigration ou de rémigration sans être moralement disqualifié. Le débat est remplacé par l'anathème. Notre culture a été remplacée, et maintenant notre peuple aussi. Les chiffres français sont évidemment cachés, mais la réalité est là. Vous pouvez la voir facilement si vous daignez ouvrir les yeux, mais je suis certain que vous l'avez déjà fait. L'Europe entière est remplacée. Alors voilà, la France devient pauvre, les Français deviennent pauvres, la France subit un déclassement à l'international, économiquement et géopolitiquement, la France ne ressemble plus à la France empêche les futures générations de penser et de relever le pays, et évidemment, on peut parler de l'insécurité montante et, par la même occasion, de la difficulté d'entreprendre. Alors on peut avoir l'impression que tout ça évolue, je ne sais pas, c'est possible, peut-être pas, c'est à vous de voir. C'est juste bizarre. Ce qui est certain, c'est que nous, on doit composer avec. Alors rester en France revient à une chose, à un mot, se battre. Car oui, si vous voulez rester en France, il vous faut un plan. Un plan pour gagner la bataille des idées, pour vous en sortir et pour réussir à transmettre aux générations futures. Lorsque les pays Balkans ont été envahis pendant 5 siècles par les Ottomans, ces pays-ci ont fait de leur mieux pour sauvegarder leur culture. Pendant 5 siècles, ils ont passé leur savoir, leur connaissance, et ils ont transmis le flambeau. Pendant 5 siècles, ils étaient sous le joug des Ottomans. Renan disait « La nation, c'est la volonté de vivre ensemble et d'avoir un projet commun. Faites groupe. Et transmettez. Transmettez la langue, parlée et écrite correctement, l'histoire,
nationales, les références culturelles, le goût de l'effort et du beau, et la capacité à penser seul. Penser seul, c'est évidemment lire. Alors un premier pas par là, si vous voulez vous intéresser à ce que peut être la nation, je vous ai mis le lien en description de Qu'est-ce qu'une nation de Renan. Vous pourrez le lire, c'est un petit discours. Allez-y, approfondissez votre culture dès maintenant, évidemment après la fin de la vidéo, mais c'est là pour vous. Je l'ai remis en page, j'espère que ça va vous plaire. Alors cela dit, appliquez-vous donc à la lecture, à une formation autonome, une sélection volontaire de ce que vous consommez. Et surtout, soyez un exemple parental. Oui, c'est dur, mais il le faut. Si vous décidez ou si vous ne pouvez faire autrement que rester en France, soyez fort. Et de la force, il va falloir en avoir beaucoup. Faites revivre la transmission privée contre la décadence publique. Voilà ce que vous devez faire absolument si vous choisissez de rester en France. L'ère des troubles a déjà commencé. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, je vous invite réellement à l'aimer surtout et à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la situation en commentaire. N'hésitez pas à regarder aussi évidemment mon cours sur la prise de notes qui est aussi en description. Voilà, aidez-moi sur le référencement, faites de votre mieux pour faire circuler cette idée, si cette idée évidemment vous plaît, si ces idées vous ont plu. Et puis nous, on se dit à la prochaine.